comment lancer votre activité de consultant freelance et vous donner quelques astuces. Tout d'abord, qui nous sommes quand même. On est un réseau d'agences de portage salarial et on est installé sur toute la France avec, comme je l'ai dit, des agences indépendantes de proximité, mais avec une appartenance à une marque et une communication globale. Plus précisément et de façon plus, on va dire, proche de vous, notre agence de Grenoble est gérée par 3 femmes, donc chacune avec des compétences différentes, que ce soit sur la partie administrative, juridique, commerciale. On gère 70 consultants en contrat actuellement, une centaine ou 150 à peu près en portefeuille, et puis on existe depuis une dizaine d'années. Alors, on passe directement à l'objet de l'atelier. Je vous l'ai dit, c'est le partage, c'est essayer de vous amener des informations qui vous permettent de vous positionner par rapport à votre projet. Ça va passer par quoi? Ce partage, c'est sur les thèmes de valoriser votre expertise, choisir évidemment un statut juridique adéquat, mais vous verrez que c'est aussi la vision de ce que vous avez de votre création d'activité qui va aider à ça. Fixer un prix, un juste prix, on va parler un peu du prix. Et puis, le nerf de la guerre, hein, trouver des clients. Et nous aurons à la fin le retour d'expérience d'une de nos consultantes, Isabelle Ranieri, qui vous partagera en fait sa vision. Elle est à la fois, alors c'est intéressant, ils ne sont pas tous comme ça à l'agence, mais elle est à la fois indépendante et en portage. Donc un peu une posture un peu hybride. Voilà, donc si vous vous apprêtez à devenir consultant indépendant, vous allez aborder un marché du consulting assez vaste, donc 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de à peu près 3% par an. Sans le Covid, hein, la croissance. Parce que là, avec, je ne peux pas vraiment vous préciser, mais vous voyez, c'est un marché assez vaste et qui n'est pas très transparent. Vous allez avoir en face de vous divers acteurs dans le consulting, avec des grands cabinets conseils et aussi beaucoup d'indépendants. C'est un marché qui est très, très mouvant, où vous allez avoir pour 20% de création d'entreprise, 40 à 50% de taux d'échec. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est quand même la réalité à 1 ou 2 ans. Et puis, c'est un marché très concurrentiel parce que vous avez des acteurs identifiés, comme on l'a dit, les grands cabinets conseils, par exemple, mais vous avez des acteurs aussi, on va dire, non identifiés, moins identifiés, comme par exemple les juniors entreprises, des écoles, des enseignants universitaires, toutes les professions réglementées comme les experts comptables, les avocats, qui font du conseil dans leur domaine, des organismes publics et parapublics, mais aussi, on en a, nous, à l'agence, quelques-uns, des retraités, et puis il y a le bénévolat. Et tout ça, ça va constituer votre concurrence. À vous de les identifier et d'identifier aussi comment tout ça fonctionne. Votre cible, ça va être évidemment les grandes entreprises. Peut-être que vous venez de grandes entreprises. Dans notre bassin de grenoblois, c'est très fréquent de voir des personnes qui ont travaillé dans les grandes entreprises et qui ont la démarche d'avoir finalement une posture de consultant indépendant en fin de carrière, par exemple. Et vous pourrez peut-être retourner auprès des grandes entreprises par votre réseau. Mais il y aura aussi les ETI, les PME. À vous de vous poser la question, on en reparlera un peu après. Quel sera votre critère différenciant? Déjà, l'avoir dans la tête, ça, parce que ça va compter. Ça peut être le prix, mais si c'est juste le prix, ça va être un petit peu limité. Mais aussi, vous, votre disponibilité, comment les gens ont confiance en vous, votre réputation déjà, hein, en fonction de ce que vous avez pu faire pendant votre parcours professionnel, et puis vos compétences. Et enfin, vous allez être sur
on va dire une prise de risque qui va être plus ou moins importante en fonction de la conjoncture économique. Donc, elle était déjà relativement dégradée, cette conjoncture avant le Covid. Là, actuellement, on ne peut pas dire, on sait très bien qu'il y a un impact important et on verra ensuite ce qui va se passer, mais ce risque est présent tout de même. Il peut y avoir les freins financiers et psychologiques des dirigeants aussi à recourir au conseil. Enfin, il faut que vous arriviez à un moment à aussi identifier ces freins. Et vous verrez que dans l'articulation de ce marché et de la concurrence dont on a parlé, il y a beaucoup de sous-traitance. Donc, faut pas l'écarter, la sous-traitance, parfois pour démarrer en sous-traitance ou même continuer, parce qu'il peut arriver très souvent de travailler en sous-traitance tout le temps ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un facteur, se dire que la personne qui fait la même chose que vous, elle est à la fois votre collègue et à la fois votre concurrente. Vous pouvez tout à fait collaborer et avoir à travailler ensemble. Dans le marché dans le consulting, c'est très souvent comme ça. Donc ça, c'était pour entrer dans le sujet. Alors, je vous repasse un peu sur le portage pour que vous puissiez faire le comparatif et savoir quels secteurs dans le consulting sont traités par les consultants en portage salarial. Vous voyez, c'est multiples secteurs. Hein, juste pour vous dire, si le portage pour les consultants indépendants, c'est les métiers du conseil, du coaching, de la formation, des audits aussi. C'est du B2B, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement avec les entreprises, les associations, les collectivités comme client final. Le portage salarial n'est pas adapté, sauf pour certains métiers comme les bilans de compétences, mais sinon aux particuliers. Et vous voyez, il y a tous les secteurs d'activité comme l'informatique, l'ingénierie, les ressources humaines, la partie commerciale, les fonctions de direction, la communication à la création, la formation, une société de portage salarial et en tout cas la nôtre de RH Solutions à Grenoble est organisme formateur au Datadoc et en capacité de vente de la formation. Et puis, il y a la partie qualité environnement et les achats. Pour vous dire que dans le bassin grenoblois, et ça vous le retrouverez aussi dans votre approche du marché, l'informatique et l'ingénierie sont bien plus développés que 21%. En tout cas, nous, dans notre agence, les consultants en informatique et en ingénierie représentent 40% de l'agence, des consultants à l'agence. Alors, la pratique gagnant numéro 1, c'est transformer son CV en offre de service. Vous n'allez plus être sur un format emploi, mais sur un format offre de service. Il s'agira donc de faire des choix et donc de renoncer à vouloir tout faire et éviter l'effet couteau suisse. La lisibilité pour vos futurs clients, c'est savoir que la personne puisse se souvenir de ce que vous faites et que ça soit quelque chose, si vous présentez trop de choses, même si vous avez beaucoup de cordes à votre arc, ça ne sera pas lisible pour vos clients et il y aura une difficulté de souvenir. Parce que aussi, la tendance, c'est la spécialisation. Alors, il y a des métiers où on peut tout à fait rester généraliste et apporter des services concrets et une expertise de la généralité, mais en fait, la plupart du temps, il faut être spécialiste, un expert. Quand vous êtes un expert, vous êtes dans une posture où vous pouvez vous dire, je peux aborder mes clients pour leur proposer une expertise qui va leur rendre service. Et donc, la question est, en quoi êtes-vous expert ? L'expertise, ça peut être aussi s'approcher, on va dire, d'une compétence réelle et se rendre compte à un moment, quand on fait l'inventaire, que pour vraiment être dans l'expertise, il vous manque un tout petit module de formation de je ne sais quoi, qui va vous permettre ensuite de pouvoir prouver que vraiment vous êtes dans l'expertise. Et donc, vous pouvez approcher aussi cette offre de service en vous proposant les questions suivantes
qu'on a présenté en triptyque. Première chose, puisque vous êtes dans une posture d'indépendant et que ce que vous allez représenter vous correspond et va être en alignement avec vous-même, c'est quand même comme ça que vous vendrez le mieux ce que vous savez faire. Hein. C'est commencer par vous poser la question de qu'est-ce que vous aimez faire. La deuxième, c'est qu'est-ce qui est simple pour moi de vendre, en fait. Oui, j'ai plein d'expertise. Oui, je peux essayer de tout vendre. Mais pour moi, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui, du coup, va être plus simple à vendre que autre chose. Et qu'est-ce qui me rapporte? Parce qu'on n'est pas non plus là pour faire un acte gratuit. On est bien là pour gagner sa vie. Donc, vendre, c'est pas un gros mot. Ça fait partie de la démarche. Il faut se poser la question de qu'est-ce que vous allez pouvoir monnayer, hein, vendre le mieux aussi. Donc, en fait, un petit exercice simple, mais qui permet quand même de faire un peu le tri, c'est lister l'ensemble des missions que vous avez faites jusqu'à présent et essayer d'appliquer ces 3 questions, ce concept à chaque fois, pour voir ce qui en ressort. Et vous allez ressortir des choses principales qui vont vous permettre d'identifier une offre lisible. Alors, disons que ce qu'on a peur quand on démarre, souvent, c'est de louper des clients. On n'en a pas, et donc, du coup, l'important, c'est d'en avoir. Et donc, on veut tout proposer. Si on se dit, ma lisibilité, c'est, on en voit souvent, je suis par exemple une femme qui fait du conseil et je m'adresse plus précisément à d'autres femmes, par exemple. C'est lisible, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire s'adresser et faire du coaching auprès des hommes non plus. Mais c'est une lisibilité, c'est une façon de s'identifier. Et donc, c'est ça en fait qu'il faut repérer, c'est être identifiable sur les choses principales qui vous animent. Et puis après, vous aurez aussi d'autres activités, d'autres fonctions qui seront connues petit à petit par vos clients et ils feront appel à ces fonctions-là plus tard. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que j'aime faire et quelles sont mes on arrive en fait au sujet des valeurs. Les valeurs, ça va être quelque chose d'important dans la construction de votre offre. Et pour vous aider, il y a un petit test qui est gratuit que vous pourrez avoir. Vous avez dû avoir la présentation, mais vous pourrez l'avoir ensuite, hein, si besoin, si vous ne l'avez pas reçu. Donc, vous pouvez aller sur viacaractère.org. Ça va vous aider en fait à mettre en avant vos valeurs, à vous poser la question de quelles sont vos valeurs et qu'est-ce que vous voulez proposer par rapport à ça. Et donc, la suite, c'est se tourner vers le client, évidemment. Hein. Avant de construire votre offre, sur votre posture, c'est se poser des questions de qu'est-ce que mes clients apprécient chez moi et qu'ils ne trouvent pas la concurrence. Votre différenciation, en fait. Votre patience, votre écoute, votre adaptabilité, la capacité d'écoute, c'est très important. La confiance que vous générez auprès des clients. Tout ça, ça va vous aider aussi à construire votre offre. Et puis, à un moment, oui, vous aurez beaucoup de choses dans la tête à proposer et il faudra choisir. Choisir, on le sait, c'est renoncer. Vous pouvez imaginer toutes les offres qui vous animent, qui vous plaisent, mais finalement, l'objectif, c'est quand même de toucher les clients et la demande du client pour qu'ils rencontrent de l'offre et de la demande et que ça matche et que vous puissiez arriver à vendre. Donc, si vous construisez une offre juste pour comment dire, vous satisfaire intellectuellement parce que c'est votre truc, mais que ça ne répond pas à une demande, vous allez vous heurter à un mur en fait. Donc, c'est le risque, ça se voit très souvent. On est passionné de ce qu'on fait et on fonce en se disant je connais mon marché parce que ça fait 20 ans que je travaille ce marché-là dans l'entreprise où j'étais avant. Sauf que l'entreprise où vous étiez avant, si vous étiez dans une entreprise, vous avez pu voir le marché avec les œillères de l'entreprise.
Et là, il va falloir ouvrir un peu plus, d'où l'étude de marché, évidemment. Mais si vous voulez, cette étude de marché, il faut la refaire vous-même en approchant le marché dans sa réalité. C'est-à-dire faire des enquêtes pour, à un moment, connaître le besoin du client. Voilà. Donc, les enquêtes, c'est intéressant. C'est aussi aller chercher votre réseau, toutes les personnes qui peuvent être prescripteurs ou avec qui vous pourriez échanger 1 heure, un peu moins, sur votre projet et sur ce que vous voulez développer pour vérifier qu'en face, les gens pensent qu'il y a une demande. Voilà. Et vous n'êtes pas en posture, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas encore en train de vendre. Et pour rencontrer des personnes tant qu'on n'est pas en posture de vente, d'abord, ça habitue. Et en plus de ça, les gens sont plus enclins parce qu'ils sont en démarche d'aide, d'accompagnement. Et ils ne sont pas encore en démarche de « je suis peut-être un futur client, on veut me vendre quelque chose, est-ce que j'ai un besoin ?» Donc, ça enrichit et ça vous permet de vérifier est-ce que mon offre, imaginez, va rencontrer une demande. Alors, la pratique gagnante numéro 2 qu'on a identifiée, c'est le juste prix. Le juste prix, vous savez, c'est le fait qu'il y a un accord entre le client et le fournisseur. C'est ça le juste prix. Tous les prix élaborés ne sont pas justes tant qu'il n'y a pas accord. Toutefois, il va falloir élaborer quand même des jalons pour vous permettre d'approcher ce prix, ce juste prix. Est-ce que vous connaissez votre taux horaire? Voilà, vous pouvez commencer comme ça. Ou journée, on parle souvent de prix journée. Un juste prix donc se définit en mixant le prix marché, le prix pratiqué par vos concurrents, le prix qui vous permet de vivre convenablement de votre activité et le prix que le client est prêt à mettre dans votre service. Donc, le prix marché, c'est la base. Il va falloir avoir des informations dessus en faisant les enquêtes, par exemple, ou en sollicitant votre entourage, vos amis qui sont déjà dans cette posture de consultant indépendant. Mais ça va vous permettre de vous placer. J'alerte fortement sur le prix pas cher. Pas cher, c'est pas de valeur. Donc, on écarte tout à fait l'idée de je vais faire pas cher pour démarrer, pour gagner des clients. Vous ne pourrez jamais les augmenter ou ça sera très mal pris. Et puis, ce n'est pas la juste valeur de votre compétence. Donc, l'important, c'est d'avoir la valeur de votre prix de marché, de savoir ce que font les concurrents quand ils proposent la même chose que vous, et aussi d'identifier en reconstituant sur le temps passé, le nombre de journées facturables, le temps de prospection aussi intégré, quel prix vous devez vendre pour arriver à vivre convenablement. Donc, ce n'est pas non plus imposer un prix insoutenable pour vivre convenablement. C'est bien trouver tous les jalons pour arriver à construire ce prix, pour finalement arriver à un consensus et pouvoir, au moment venu, proposer un prix acceptable. On a fait une petite étude chez RH Solutions et je vous mets un lien pour que vous puissiez aller voir des prix journée dans certains métiers. Entre autres, il y a pas mal de choses dans l'IT. La pratique gagnant numéro 3, c'est la partie statut juridique adéquat. Très souvent, les porteurs de projets ont dans la tête, et souvent mal exprimé encore, parce que pas encore identifié et on va dire lisiblement leur offre. Et puis ensuite, ils se disent, et je vais le faire comment? Sauf que il faut déjà avoir la bonne vision de ce que vous voulez construire pour pouvoir faire un choix de statut juridique. Tant que là, votre offre est dans votre tête et qu'elle n'est pas sortie, au moins sous format de pitch, c'est-à-dire court, précis, qui donne envie et qui soit reconnaissable et compréhensible par tous,
vous ne pouvez pas aller sur qu'est-ce que je vais choisir comme statut juridique. Et moi, j'ai très très souvent vu des personnes qui en étaient là alors que tout le reste n'était pas construit. Donc là, on va vite, mais ça va beaucoup plus doucement que ça. Alors, ce que je peux vous partager sur le statut juridique, moi-même, l'agence que je dirige, j'ai monté une SAS, donc je suis entrepreneur en SAS. Je connais le statut, je vois bien de quoi il s'agit. Et puis, il y a le portage salarial, et puis il y aura le reste que je vous expliquerai après. Ce que je vois au niveau des consultants qui sont en portage salarial, ce sont des démarches très différentes. Vous avez, comme Isabelle, qui va partager tout à l'heure son expérience, des gens qui sont sur 2 statuts à la fois. Vous avez des personnes qui vont choisir d'être en portage pour certaines missions et puis indépendants pour d'autres. Ces mix, ça se conjugue très bien. Vous avez des gens qui vont être en portage salarial pour tester en live leur marché, voir si ça fonctionne, si après le premier client, il y a le deuxième et puis ainsi de suite. Et puis, au bout d'un moment, quand ils vont être assurés et qu'ils auront construit leur clientèle, au bout d'un an ou parfois un peu moins ou plus, ils vont créer. Vous avez l'inverse. Vous avez des personnes qui ont été indépendants et pour eux, la vie d'indépendant à leur compte, avec un SIRET, ne leur a pas convenu. Il y avait trop d'administratifs. Ils n'ont pas souhaité continuer à avoir le souci de cette gestion-là et ils sont en portage, ça leur convient bien. Donc, vous voyez, c'est toute une histoire de personnes et de vécu et d'historique aussi. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que en portage salarial, vous avez un statut de salarié, je le reprendrai un tout petit peu après. En micro-entreprise, en entreprise individuelle, en SARL, en SAS, c'est la création d'un numéro de SIRET. Pour la micro-entreprise et l'entreprise individuelle, il n'y a pas de création de personne morale, donc vous n'avez pas de séparation entre vos biens propres et les biens de l'activité professionnelle. La micro-entreprise, c'est déjà une entreprise individuelle, mais au régime de la micro. Ça veut dire que tout est simplifié, mais il y a un problème de son. Il y a quelqu'un qui qui a dit qu'il y avait un problème de son. Ça va? Alors moi, je vous entends toujours très bien. Ok. Bon, d'accord. Ben voilà. Oui. Voilà, donc il y a d'autres retours. Alors si. Ok, donc il y a pas mal de retours comme quoi le son a l'air d'être ok. Donc D'accord. la personne pour qui ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à reboucler sur votre matériel, quitte à sortir de la réunion pour re-rentrer. Voilà, des fois c'est aussi simple que ça. Je vous Très laisse bien. continuer. Allez, ça marche, oui. Donc la micro-entreprise peut être vue comme une rampe de lancement. C'est assez simple c'est assez simple à gérer, très peu de paperasse, mais une couverture sociale très light. Faites attention, ça nécessite souvent de prendre des assurances complémentaires. Et il faut comparer ce qui est comparable. D'autre part, en micro-entreprise, vous n'êtes pas assujetti à la TVA jusqu'à 32 000 euros de chiffre d'affaires. Au-delà, même si le plafond a été augmenté pour le conseil à 70 000 euros, vous devenez assujetti à la TVA, ce qui suppose que vous allez devoir gérer une comptabilité commerciale, prendre un comptable et que ça se complique autant que si vous étiez en entreprise individuelle au réel. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, la micro-entreprise, c'est une rampe de lancement. Ensuite, vous êtes vraiment sur une gestion d'entreprise classique. Et puis après, quand on crée une société, là, on crée une personne morale, SARL, SAS. On peut avoir des raisons particulières, entre autres pour la SAS, par exemple, pour garder un statut d'assimilé salarié. Mais à part ça, le fait de créer une personne morale et de compliquer la gestion juridique de cette personne morale par rapport à vous-même, hein, de séparer le patrimoine professionnel et personnel, c'est souvent avec une vision de créer non pas uniquement son propre emploi, mais de vouloir créer une entité qui ensuite va accueillir d'autres salariés. Et je mets à part la SASU, qui peut être
une façon de garder une protection sociale d'un salarié tout en ayant une société à côté, mais c'est quand même assez rigide et avec beaucoup de formalisme. Et j'insiste, en micro-entreprise, entreprise individuelle, SARL ou SAS, vous n'avez plus droit au chômage, c'est-à-dire que, sauf si vous avez des aides à la création, vous n'avez plus de possibilité de reconstituer des droits au chômage. Si vous êtes en portage salarial, vous avez un statut de salarié et donc vous cumulez et vous reconstituez des droits au chômage si nécessaire. Alors, je vous ai fait un petit schéma rapide pour la relation tripartite du portage salarial pour vous expliquer que la posture d'importé, on dit importé en portage salarial, un consultant en portage, c'est indépendant. Je cherche mes clients tout seul, c'est moi qui négocie en fonction de mes capacités, de ce que je suis en train de mes capacités à faire ou pas une mission, et la négociation du prix, idem. C'est moi qui exécute ma mission. Mais le contrat, c'est pas moi qui le signe. Moi, je suis vous serez salarié. Alors, le contrat commercial de prestation, il est signé entre la société de portage salarial et l'entreprise cliente. Vous êtes désigné comme étant l'intervenant salarié pour faire la mission. C'est votre contrat à vous. Vous êtes protégé par rapport à ça. Et un contrat de travail est signé entre la société de portage et le consultant pour réaliser la mission. Chaque fin de mission ou chaque fin de mois, quand la mission est longue, on facture votre client, nous encaissons le chiffre d'affaires pour vous et nous transformons le chiffre d'affaires en salaire. Et vous avez un statut salarié, vous êtes cadre, vous avez droit au chômage, vous cotisez à la retraite classique et vous avez aussi la couverture maladie classique. Voilà. Et dans la posture, je le rappelle, vous êtes bien sur une posture d'indépendant. C'est une posture intéressante à démarrer de cette façon-là parce que plutôt que d'être, on va dire, à la fois sur chercher vos clients, démarrer une mission, gérer vos factures, gérer vos contrats, avoir l'assureur, l'expert comptable et ainsi de suite, vous êtes concentré sur votre mission que vous avez négociée vous-même. On ne vous l'a pas imposé. Et à la fois, vous êtes couvert au niveau du statut salarié, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, les personnes concernées par le portage, ça va être toute personne en activité ou qui cherche à retrouver une activité. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des entrepreneurs en portage salarial ou des futurs entrepreneurs. Il y a des personnes qui vont être sur un processus de recherche de mission. Et nous avons aussi bien des personnes multi-clients qui vont donc cumuler un nombre de clients important chaque mois et qui vont les facturer, et d'autres qui sont sur des missions en IT. Vous avez plutôt des gens qui sont sur des missions uniques pendant 6 mois, 1 an, et puis ensuite ils retournent sur une autre mission. Je reviens à mes pratiques gagnantes, et donc on est bien sur l'idée de trouver des missions. Ça, c'est le nerf de la guerre par rapport à ce que vous allez avoir à faire. On commence par le plus simple, c'est l'histoire de son réseau. Puisqu'on nous dit maintenant tout se fait en réseau. Alors pas que, parce que si vous prouvez bien votre expertise, ça va quand même vous aider à convaincre. Mais n'empêche que si vous ne comment dire, n'expliquez pas clairement à votre entourage, déjà commencez par votre entourage professionnel ou même vos proches, votre entourage proche, parce qu'ils connaissent aussi des personnes qui peuvent être intéressées. Ce que vous allez faire clairement et comment, il sera bien difficile de vous faire connaître si vous ne commencez pas par ça. Donc, on fait l'état des lieux de son réseau professionnel et personnel et on se demande si quelqu'un pourrait être intéressé par son expertise. Et puis, il y a les réseaux professionnels qui, en fonction des métiers, permettent aussi de connaître d'autres personnes dans votre posture et donc d'échanger avec vos pairs et de vous enrichir de leurs expériences. Ça, c'est très intéressant. Nous, à l'agence, on a des abonnements pour permettre aux consultants de profiter justement
des réseaux professionnels, que ce soit à Ecobiz de la Chambre de commerce, nous sommes adhérents à Ecobiz Management et RH. Nous sommes adhérents aussi à la Digital League pour l'IT. Et tout ça permet aux consultants d'avoir une vie, on va dire, réseau qui développe petit à petit. Alors, le réseau, c'est pas forcément ce qui va vous amener des missions tout de suite. On peut y perdre sa vie dans le réseau aussi, façon de parler, mais il faut savoir faire des choix. Au début, on va être sur pas mal de réseaux différents. Et puis ensuite, vous allez resserrer. Parce que de toute façon, si votre activité démarre, vous aurez moins le temps à passer sur le commercial et le réseau. Et il faudra faire des choix. Donc, ils viendront petit à petit, hein, ces choix-là, sans problème. Donc, les conseils, oui, avant, c'était, vous pouvez aussi répondre à des appels d'offres et vous grouper avec des consultants. Ça se fait en portage aussi très bien et ça peut permettre de développer des premières affaires qui, en plus, ont l'avantage d'être assez longues en général. Il faut faire de la veille de la presse économique pour savoir ce qui se passe sur votre secteur économique. Solliciter la presse et les interviews quand vous avez une actualité qui peut les intéresser. Alors, se rapprocher des cabinets de conseil pour la sous-traitance, vous voyez, je vous en ai parlé au début, mais ça, c'est vraiment un point à ne pas négliger. Et puis, commencer à être visible, vous, donc élaborer des outils de communication pour les réseaux sociaux, là. Hein. Donc, la première chose, c'est le physique avec les cartes de visite, logos, ainsi de suite. Mais n'oubliez pas surtout votre page, profil LinkedIn, Facebook, des blogs qui permettront de poser votre expertise. Voilà, donc tout ce qui vous permet d'être identifiable. Il est possible aussi d'acheter des fichiers d'entreprise. La Chambre de commerce en a aussi qui vous permettront de pouvoir travailler dessus et prospecter. Et puis, identifier des consultants en compétences complémentaires, j'en ai parlé tout à l'heure, et non concurrentes, même concurrentes, j'allais dire. Il y a tout à fait, enfin, à partir du moment où on commence à être connu et où la confiance entre dans ce cheminement de connaissances, il y a de la recommandation. Et donc, un consultant, même concurrent, qui ne pourra pas réaliser une mission parce qu'il est il est pris, il va penser à vous et vous recommander. Et vraiment, ça fonctionne comme ça au démarrage. Donc, après, c'est se poser la question si vous voulez commencer à créer des événements pour vous faire connaître et aussi être proactif pour inviter vos clients, bref, être dans une démarche commerciale, mais pas commerciale comme on l'a connu de prospection pure et dure, mais sur une démarche un peu plus de recommandation. C'est ce qui marche quand même le mieux. Vous pourriez aussi, sur la communication, imaginer une newsletter de votre actualité et de ce qui vous semble intéressant pour pouvoir ensuite la diffuser sur les réseaux sociaux, LinkedIn par exemple. Et puis, les témoignages et les recommandations dans votre offre de service, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider aussi. Voilà. Alors, nous allons maintenant prendre un petit temps pour écouter le témoignage d'une consultante de l'agence, s'appelle Isabelle Ranieri. Elle est coach et formatrice et je la laisse prendre la parole pour nous dire un peu ce qu'elle vit et comment elle voit les choses. Vous m'entendez bien? Ça va. Bon ok. Ouais. Alors, bonjour à tous. Merci Christine de m'avoir gentiment invitée aujourd'hui. Donc moi, je vais simplement déjà vous dire en 2 mots mon parcours. Donc j'étais consultante en ressources humaines en tant que salariée. À un moment donné, mon contrat s'est arrêté, s'est posé la question de ce que je voulais faire. Et donc j'ai démarré un premier parcours dans le portage salarial. J'ai été indépendante de manière classique, comme Christine l'a expliqué.
J'ai été un petit peu navrée des relations que j'ai eues avec des grosses institutions comme la CIPAV. J'ai trouvé voilà, un certain nombre de problématiques un petit peu lourdes et j'ai décidé à un moment donné de virer du côté de l'auto-entreprise. Alors mes trois grands métiers, hein, c'est le conseil, la formation et le coaching. Et j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps donc Christine. Alors pourquoi j'ai deux statuts différents? Donc je suis indépendante sur certaines activités je suis en auto-entreprise et puis je suis en portage par ailleurs avec Christine alors, pour plusieurs raisons. J'ai essayé de tirer profit un peu des deux postures. Quand j'ai des clients qui sont particuliers, j'utilise un petit peu plus la formule d'indépendante pour des questions de facturation. C'est un peu plus simple. Et sur des thématiques où je dois intervenir avec des obligations légales, entre guillemets, parce que le marché est fermé par des contraintes légales, notamment la formation, je travaille avec Christine, pas uniquement pour les aspects d'ordre légaux et de cadrage du marché, mais par exemple en tant qu'indépendante, pour moi, il n'était pas question que je parte dans des démarches Calliope, Datadoc et autres, et j'avais besoin d'avoir une petite équipe autour de moi aussi sur l'aspect relationnel. Donc, quand j'ai besoin de travailler seule, je peux travailler seule sur différents formats. Et quand j'ai besoin justement aussi de travailler avec une équipe qui m'apporte une prestation complémentaire et puis des relations fort sympathiques, merci Christine, j'ai aussi la possibilité d'avoir accès à une infrastructure que seule indépendante et encore plus maintenant, je pense que je ne pourrais pas avoir. Alors tout ça, ça a un coût, hein, c'est un choix, c'est pour ça que j'ai gardé aussi les deux activités avec ces deux formats. Et je bénéficie, comme vous l'avez expliqué, Christine, de la possibilité au niveau social d'avoir un contrat de travail plus classique qui me permet d'envisager peut-être dans 15 ou 20 ans, dans 30 ans, je ne sais pas, une retraite potentielle à venir. Donc il y a deux raisons, à la fois pour des raisons économiques et puis de contraintes et de choix aussi, parce que l'idée c'est de pouvoir avoir une petite équipe sur laquelle je peux compter et je vous préconise cette équipe fort sympathique et claire, carrée sur les éléments, chose que j'ai pas trouvée partout parce que j'étais pas avec vous avant, Christine. Donc je vous en remercie. J'ai trouvé donc chez Formule avec RH Solutions la possibilité aussi de me déployer un petit peu plus. Donc moi j'ai 20 ans d'indépendance au moins, hein. Ça fait depuis 2000, donc ça fait 2020. Aujourd'hui je vais fêter mes 20 ans. Et c'est vrai que seul, on est un petit peu isolé. Même si moi, comme vous le disiez, j'ai un gros réseau, je sais très bien me débrouiller au niveau de mon réseau, je sais bien faire de la veille, donc c'est une compétence clé. Par contre, je suis pas très forte au niveau des chiffres, chère Christine. Donc sur tout ce qui est contrat, études de mes prix de marché, etc. C'est vrai que j'ai fait un petit peu le tour, mais d'avoir quelqu'un avec qui je peux discuter et qui m'aide à me déployer aussi, c'est quelque chose d'important. Donc moi, je tenais à avoir cette double liberté, en fait, avec cette double contrainte aussi, mais pour pouvoir avoir ceinture et bretelles. J'avoue, j'ai étudié les différents statuts et j'ai pas pu choisir. Donc j'ai choisi les deux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je confirme, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi, par exemple, sur la question du bilan de compétences, il n'était pas question que je le fasse toute seule. Et Christine m'a aidé à intégrer l'offre de RH Solutions et d'être soutenue aussi dans cette démarche, même si c'est une démarche qui se construit aussi ensemble, parce qu'il y a des choses dont vous avez besoin de notre côté et nous, on en a besoin aussi du vôtre. Donc, j'ai trouvé cette complémentarité-là et l'accès que vous offrez, par exemple, à des réseaux professionnels comme Ecobiz, c'est quelque chose que je n'ai pas fait toute seule et que je vais pouvoir utiliser aussi grâce à vous. Je ne sais pas si j'ai répondu aux quelques peut-être éléments de cadrage que je pouvais proposer, mais c'est vrai, par exemple, vous faites des actions de communication, je vous cacherai pas que seule, je les aurais pas faites. Donc, je suis bien contente d'avoir un réseau sur lequel aussi m'appuyer, qui est un réseau construit et qui, quelque part, adhère à des valeurs communes aussi. Donc, je suis dans d'autres réseaux professionnels, hein, je garde ma liberté et je vous en remercie. Parfait. Je sais pas s'il y a des questions. Ça vous convient? Ah oui, Donc, ce qui était intéressant, Isabelle, c'était ça, ce partage en fait, parce que chacun a sa raison en fait de venir pourquoi en portage et de partager, enfin, ou de vouloir être seulement en portage ou peut-être une partie de l'activité. Vous avez bien expliqué une chose, c'est vrai, sur la partie formation,
On est effectivement référencé au Datadoc. On est en train de travailler en ce moment sur le prochain obligation qui s'appelle Calliope et qui est une nouvelle contrainte, hein, on peut le dire ça comme ça. On a une participation de tous les formateurs avec nous. On leur a demandé des choses pour pouvoir avancer là-dessus. Et c'est vrai que je suppose que cette démarche, elle est complexe, hein, il faut le dire. Ouais. Et donc, nous, en fait, c'est du clé en main pour les formateurs et les personnes qui dispensent des bilans de compétences. On leur demande un peu de travail en ce moment pour nous fournir les éléments, mais après, ça sera gagnant, tout gagnant, quoi. Voilà, très bien. Merci en tout cas. Et puis s'il devait y avoir des questions, Christine, n'hésitez pas à me mettre en relation avec les personnes qui auraient des questions. Vous êtes les bienvenus si certains veulent échanger avec moi. Vous pourrez trouver mes coordonnées auprès de Christine Ray. Bon courage à tous en tout cas. Merci beaucoup, Isabelle.